Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe de Villiers, bonsoir. Bonsoir Elliot. Bonsoir Geoffroy Lejeune. Bonsoir Elliot, bonsoir Philippe. C'est la Bonsoir dernière, Geoffroy. c'est la dernière de l'année, Philippe de Villiers. L'heure du bilan. On va revenir sur cette année 2023 et se projeter bien sûr ensemble sur l'année 2024. J'ai une première question à vous poser. Est-ce que la France est en meilleur état à la fin de cette année qu'elle ne l'était au 1er janvier 2023 22, pardonnez-moi. Je suis vraiment désolé parce que j'imagine que dans la pièce où nous sommes tous, la cuisine, la salle à manger, ou même le couloir où se trouve le poste de télévision, les gens lèvent un verre en nous regardant parce que c'est le moment de l'apéritif et puis c'est un des derniers apéritifs de l'année 2023. Et donc, ils attendent des paroles d'espoir. Mais là, pour répondre à votre question, je ne peux pas vous dire que ça va mieux. Sinon, ils fermeraient le poste. Parce qu'ils ne me croiraient pas. Vous savez, quand je suis allé à Brest pour comprendre ce qu'était la marine du XVIIIe siècle, qui était la première marine du monde, la marine française, j'ai compris ce qu'était, c'est un beau mot, les œuvres vives. Dans un bateau, dans un 110 canons, il y a les œuvres vives et les œuvres mortes. Les œuvres vives, c'est celles qui tiennent la carène sous l'eau. Les œuvres mortes, elles sont au-dessus. Et pour un pays, il y a ce qu'on appelle la ligne de flottaison. Il faut que les œuvres vives soient en bon état, disait Chateaubriand, qui était breton, qui connaissait bien le port de Brest. Et là, j'ai peur que les œuvres vives soient en mauvais état. On ne le voit pas à l'œil nu, mais c'est à moi de dire pourquoi. Sur le plan financier, d'abord. Record de la dette, 3 000 milliards, on coule. François Fillon disait, on est en faillite en 2007. Alors là, maintenant, on est en super faillite. Le déficit extérieur en dit long sur l'état économique de notre pays et de la création de valeur ajoutée. Et surtout les prélèvements obligatoires. Je me souviens d'un dîner à Othon chez le président de la République quand j'étais jeune sous-préfet de Vendôme. Il me disait, cher ami, à 40%, un pays devient collectiviste. On est à 46%. Ça veut dire qu'en fait, les Français travaillent pour l'État jusqu'à la fin du mois de juin. Alors maintenant, sur le plan démographique, c'est encore plus grave. 500 000 personnes sont rentrées cette année, en 2023, sur le territoire français. 500 000 migrants. Et on est au point de bascule. L'enfant est la ligne de flottaison de l'espoir d'une société. Or, on ne fait plus d'enfants français. Et puis enfin, sur le plan diplomatique, c'est le pompon. On a été chassé de l'Afrique, Sahel, le Niger. On est fâché avec la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. C'est du jamais vu. On a été inexistant pour sauver le Haut-Karabakh, les Arméniens. On est coupeur de citron, Israël, Gaza. Et sur l'Ukraine, on a manqué à la fonction d'arbitrage qui aurait dû être celle de la France pour arrêter cette guerre, qui ne mène à rien. Et on a fait une chose incroyable dans l'histoire de France. Si Talleyrand était là, il doit se retourner dans sa tombe. On a supprimé le corps diplomatique, comme si on n'avait plus besoin de diplomates. En d'autres termes, les œuvres vives sont atteintes et on est passé sous la ligne de flottaison. Et à l'heure du bilan, il est important de faire celui du président de la République. Lors de ses vœux aux Français pour 2023, c'était il y a quasiment un an jour pour jour, Emmanuel Macron faisait de l'unité du pays son cap. Écoutez. Les cérémonies de vœux ont ceci de singulier. Elles obligent à parler d'un futur qu'en vérité on ne connaît pas, dont nous savons pourtant avec certitude que nous devrons l'affronter avec nos forces et nos faiblesses, mais en pays uni. Dans les responsabilités qui sont les miennes,
je ne perds jamais de vue cet impératif d'unité de la nation que nous formons tous ensemble. Si nous cédions à l'esprit de division qui nous presse de toutes parts, nous n'aurions à peu près aucune chance de nous en sortir, dans un monde si rude, dans des temps si durs. Alors je nous souhaite avant toute chose de vivre 2023 autant que possible en pays uni et solidaire, reconnaissant la place de chacun et respectueux de tous. On dit souvent que les archives sont cruelles. Est-ce que celle-là l'est particulièrement? Et est-ce que cette question de l'unité du pays, c'est le principal échec en 2023 d'Emmanuel Macron? Oui, à cause des émeutes. On a vu, à cause des émeutes, on a vu la fracture. En fait, l'unité d'un pays, elle se fait autour de la mémoire. Or, nous vivons un véritable mémoricide de nos souvenirs, de notre grandeur. Autour de l'art de vivre. Or, notre art de vivre, il est petit à petit wokisé et halalisé. Et il le dit lui-même, le président, puisqu'on est en décivilisation. Et enfin, la langue. Or, on est en train de perdre notre langue. Et le président a dit plusieurs fois au cours de cette année, au printemps et puis à la fin, il y a quelques jours, on est en état de décivilisation. Mais qui nous décivilise? Ceux qui prônent le consumérisme hédoniste, c'est-à-dire le vide, on se laisse produire par les choses. Ceux qui encouragent le wokisme, le décolonialisme, et ceux qui encouragent l'islamisme, ou en tout cas qui font mine de ne pas le voir. Et donc en fait, le président, il est comme un renard à la queue enflammée qui entre dans une forêt, qui traverse la forêt et qui se retourne en disant « Ah, la forêt brûle ». Voilà. On a parlé dans cette émission, notamment avec vous, Philippe de Villiers, de cette France qui s'archipélise, cette France qui se fracture, cette France face à face. Pour revenir sur le président de la République, est-ce que vous avez la sensation que finalement il vient de vivre l'année la plus difficile depuis qu'il est à l'Élysée et en 2017? Je vais vous répondre en citant un double lapsus que les historiens retiendront plus tard, sur deux choses qui sont passées inaperçues et qui montrent que le président est parti dans sa tête et qui montrent que le pays va très mal. La première chose, c'est la rue arabe. Et je réponds à votre question. C'est la première fois qu'on entend parler de la rue arabe. Quand vous allez en Jordanie ou en Algérie, il n'y a pas une rue gauloise ou une rue corse ou une rue bretonne. Nous, on a une rue arabe. Et on en tient compte et on en parle officiellement. On dit, attention, qu'est-ce que va penser la rue arabe? C'est-à-dire que nous voilà flanqués d'une communauté qui nous met l'épée dans les reins et qui nous dit, attention. Dès qu'il y a un événement extérieur ou intérieur, il faut faire attention à la rue arabe. Ça en dit long sur l'état du pays. Et ça, c'est nouveau, c'est 2023. Et puis le deuxième lapsus, il est passé inaperçu. C'est quand il était au Kazakhstan. Il s'est adressé à des étudiants en anglais. Et il leur a dit, quand ça sera fini, mon mandat, je ferai tout autre chose. Et alors, ça m'a profondément choqué. Je me suis dit, bon, il est sur le départ. Parce que, pour dire ça à des Kazakhs, loin de la France, ça suppose une désinvolture de quelqu'un qui est déjà parti dans sa tête. Et alors, pourquoi c'est si choquant? Parce que c'est pas un job, c'est une charge morale. Et je pense en cet instant à Saint-Louis, qui disait le pouvoir est un service. Le pouvoir, ce n'est pas une consommation. Et là, on a l'impression que dans sa vie, il a été banquier, puis après il a été président, puis il va faire autre chose, il va redevenir banquier ou on ne sait pas quoi. Make the job.
Et ça, c'est très choquant. Et en même temps, ça veut dire qu'il n'est pas investi moralement, psychologiquement, affectivement dans sa fonction. Parce que quand on est à la tête du pays, on prend la France dans ses bras, on l'étreint et on pleure avec elle, jour et nuit. Et quand on n'est plus président, on est encore président. Parce qu'il reste quelque chose du roi. Philippe de Villiers, dans cette émission, on va essayer de revenir sur les grandes séquences qui ont marqué notre territoire. En 2023, il aura souvent été question de laïcité à travers notamment les statuts qu'on déboulonne, comme au Sable d'Olonne. En avril dernier, le Conseil d'État confirme la décision en appel de retirer la statue de l'archange Saint-Michel de l'espace public au nom de la séparation de l'Église et de l'État. Et contre la volonté, il faut le rappeler également, des habitants des Sables. En outre, la statue de l'archange sera donc déplacée finalement de quelques mètres pour qu'elle soit au pied de l'église. Écoutez le maire des Sables d'Olonne, c'était en cette année 2023. Dans quel pays on vit pour qu'en 2023, dans une société qui est déjà en proie à certaines formes de tension, on en rajoute pour vouloir déboulonner des statues? C'est pas la dent dure, c'est un constat de tristesse en fait du maire que je suis. On peut saluer Yannick Moreau, que vous connaissez très bien. Et d'ailleurs, vous l'aviez défendu, cette statue, vous, à l'époque. Est-ce qu'en déboulonnant des statues, c'est pas d'une certaine manière la France qu'on essaie de déboulonner? Oui, tout à fait. En fait, c'est le concept de laïcité. Il y a deux sortes de laïcité. Il y a la laïcité qui déboulonne, la laïcité du vide, la laïcité de la table rase, qui éradique nos souvenirs, nos trésors, notre patrimoine, au risque, la nature ayant horreur du vide, de faire la place au wokistan et à l'islamistan. Parce que ce n'est pas avec les droits de l'homme et les valeurs de la République et la laïcité qu'on va arrêter une lame de fond. On a vu avec un sondage récent après Arras que la laïcité ne disait strictement rien à ceux qui n'ont pas la culture de 1905. Et puis il y a la laïcité amoureuse, celle que je préconise, celle du maire des Sables, Yannick Moreau. La laïcité amoureuse, c'est celle qui sépare, qui distingue le temporel et le spirituel, certes, mais qui se nourrit de la mémoire vivante de la France pour éviter que notre société ne fasse grandir des plantes d'hébétude qui promènent leurs étourdissements dans l'air du temps. Ce qui est hélas trop souvent le cas. Et je complète ma réponse en vous disant ceci. Quel paradoxe. Les laïcistes d'aujourd'hui, en fait, se battent contre les laïcs d'hier. Les laïcs d'hier, c'était les historiens républicains. Ce sont eux qui sont allés chercher Jeanne d'Arc. Ce sont eux qui sont allés chercher les voix de Jeanne d'Arc. Ce sont eux, c'est-à-dire Jules Michelet, Jules Quicherat et Ernest Lavis, qui sont allés chercher la bergère de Don Rémy parce qu'il y avait besoin d'un fédérateur qui remplace le Saint-Crème. Et donc, ils sont allés chercher Saint-Michel et ils ont dit « pas touche, c'est sacré ». Il y avait une sacralité d'incarnation et c'est ça qu'on a perdu. Alors, c'est fou de faire de l'antichristianisme primaire aujourd'hui comme on en faisait en 1905 parce qu'on n'est plus du tout dans la même situation. Et en faisant de l'antichristianisme primaire, on sert le wokisme et l'islamisme. La nature a horreur du vide. Philippe de Villiers, 2023 est aussi l'année de la France face à la vague migratoire et je dirais même l'Europe. Avec un élément majeur, un temps majeur, en septembre dernier, Lampedusa. C'est une petite île, je le dis aux téléspectateurs, italienne, en mer Méditerranée, située à 150 km des côtes tunisiennes, submergée en septembre dernier par une arrivée en quelques jours de 10 000 clandestins, majoritairement des hommes. Écoutez Ursula von der Leyen et Giorgia Meloni qui ont réagi puisqu'elles se sont rendues sur place très rapidement. Nous mettons en jeu ici le futur même de l'Europe. Et il faut travailler tous dans le même sens, parce que ça n'aurait pas de sens voir une partie de l'Europe qui s'engage pour trouver des solutions et une autre partie de l'Europe qui, pour des raisons idéologiques, refuse ces idées. Nous demandons instamment aux autres États membres d'utiliser le mécanisme de solidarité volontaire et de transférer des migrants hors d'Italie. Philippe de Villiers, est-ce qu'il y aura un avant et un après Lampedusa, où finalement cette séquence
n'aura rien changé. Non, elle a quand même fait évoluer les mentalités. D'abord, je voudrais dire sur Lampedusa que j'ai un souvenir personnel. Le 12 mars 1995, je fais une conférence de presse. C'est l'application de Schengen. Je fais une conférence de presse avec Georges Berthu et mon porte-parole de l'élection présidentielle, Bruno Retailleau. Et qu'est-ce qu'on dit à cette conférence de presse? On dit « Cette Europe sans tête et sans âme est en train d'immoler son enveloppe charnelle. » Et on ajoute, j'ai retrouvé dans les archives le texte, on ajoute « Demain, avec Schengen, la frontière maritime de la France sera au port du Pirée et à Lampedusa. » On y est. Quel spectacle. Et pourquoi ça va changer les choses? Parce que beaucoup d'Européens, beaucoup de Français sont en train de prendre conscience de l'invasion prémonitoire. Et surtout, beaucoup de Français et beaucoup d'Européens sont en train de prendre conscience qu'en réalité, Bruxelles veut l'immigration. Madame Johansson a dit, on l'a rappelé dans une émission précédente, la commissaire de l'Intérieur, elle a dit il nous faut des migrants. Le patronat veut des migrants, les élites veulent des migrants. Ils veulent leur société multiculturelle, leur paradis diversitaire. Et donc en fait, Lampedusa, c'est ce qu'on appelle à la DGSI un signal faible. Je me permets juste de vous interpeller très rapidement, mais la semaine dernière, le président de la République a été interpellé sur la question migratoire en disant « Mais est-ce qu'il y a une submersion migratoire ?» Il a répondu « Mais non, il n'y a pas de submersion migratoire. » Est-ce que Lampedusa, en septembre dernier, lorsque 10 000 clandestins débarquent sur les côtes, on peut parler de submersion ou finalement il y a un trop grand décalage entre l'idéologie et le factuel? Mais dans l'histoire des hommes, sur tous les continents, quand un pays abolit ses frontières, il n'est plus souverain et il n'existe plus, il finit par disparaître. Donc c'est aussi simple que ça. Donc si on continue avec une absence totale de frontières, ce qu'ils appellent l'espace sans frontières, avec la souveraineté européenne appelée de ses voeux par Emmanuel Macron, on va avoir ce qu'on va avoir, c'est qu'il n'y a aucune raison de s'arrêter. Pourquoi? Parce que si on laisse venir les gens de Lampedusa, c'est l'appel d'air. C'est l'appel d'air pour les passeurs, pour les ONG. Et donc, en fait, je pense que nos élites ne parlent jamais des frontières. Mais le mot frontière, c'est le dernier tabou. 2023, Philippe de Villiers, c'est aussi l'année de la radicalisation en politique. Il a multiplié les outrances. Il est accusé de souffler sur les braises pendant les retraites, les émeutes. Il refuse de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Et on lui reproche d'avoir fait imploser la NUPES. On parle là de Jean-Luc Mélenchon et on a retrouvé 2 déclarations. On aurait pu en reprendre plusieurs. De Jean-Luc Mélenchon, à l'époque, c'est contre la police et puis également sur le Hamas. Les alertes sur le fait que, de fil en aiguille, désobéissant sans cesse, montant le ton, des syndicats de police, en vérité des organisations à caractère factieux, montent le ton et se croient tout permis. Si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Les 2 seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisations terroristes sont Al-Qaïda et Daesh. Point final. Vous le connaissez très bien, Jean-Luc Mélenchon, vous nous l'aviez raconté ici pendant une émission précédente. Est-ce que vous avez élucidé le mystère de cette année 2023 ? Est-ce que c'est du pur cynisme électoral ? Est-ce que c'est un naufrage ? Est-ce que, comme disait De Gaulle, la vieillesse c'est un naufrage ? Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé dans la tête de Jean-Luc Mélenchon cette année ? Oui, en écoutant Vivaldi. Il y a les 4 saisons de Vivaldi, il y a les 4 saisons de la Mélenchonie. Au printemps, il soutient les émeutes. À l'été,
il vitupère contre les violences policières. La police tue. À l'automne, il soutient la Baïa. Et à l'hiver, il soutient le Hamas. En fait, il est fidèle à la filiation d'une certaine gauche par rapport au maître à penser qu'était Jean-Paul Sartre, qui a préfacé le livre de Frantz Fanon qui s'appelle « Les damnés de la Terre ». Et il dit ceci: abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, c'est tuer un opprimé et libérer tuer un oppresseur et libérer un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. C'est ça que pense Mélenchon. En fait, pour résumer, il aura commencé avec le communisme, il finit avec l'antisémitisme, il aura commencé avec la peste rouge et il aura fini avec la peste brune. La publicité, Philippe de Villiers, Geoffroy Lejeune, on revient dans un instant. On parlera de la France face aux émeutes, de la France qui résiste à travers un héros national. On parlera de la France face à la guerre contre la drogue. Encore beaucoup de choses à traiter ensemble pour cette dernière émission face à Philippe de Villiers de l'année. À tout de suite. La suite de Face à Philippe de Villiers, toujours avec Philippe de Villiers bien sûr et Geoffroy Lejeune. Parlons à présent des émeutes. Une partie de la France s'embrase le 27 juin après la mort de Nahel. En 3 fois moins de temps, les émeutes de 2023 ont fait 3 fois plus de dégâts qu'en 2005. 2500 bâtiments sont dégradés. Plus de 800 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers sont blessés. Regardez, c'était en juin dernier. Pour vous, c'est évidemment un événement très important, ces émeutes de juillet 2023. Peut-être, puisqu'on est là pour prendre un peu de recul sur l'année, quelle différence faites-vous entre ce qu'on a vécu en 2005 et ce qu'on a vécu cette année ? C'est pas de même nature. D'abord, en 2005, c'était peu étendu, les émeutes. Là, c'est toute la France, y compris la France rurale. Et ensuite, en 2005, la gauche ne soutenait pas les émeutes. Là, elle soutient les émeutes. Mais il y a d'autres différences qui apparaissent dans un rapport de l'inspection générale de la police, qui est passé inaperçu, hélas, mais qui anéantit les mensonges qu'on nous a servis pendant tout l'été, pour nous calmer, pour faire croire que ce n'était que des émeutes, alors qu'il s'agissait d'une quasi-guerre d'insurrection. Je m'explique. On nous dit, voilà, ce sont des mineurs abandonnés par leurs parents. Alors on discute, est-ce qu'il faut suspendre des allocations, ça. Et puis l'inspection générale dit, après enquête, ce ne sont pas des mineurs. La plupart d'entre eux sont des majeurs, entre 18 et 24 ans, et la plupart d'entre eux ont un travail. Deuxième mensonge, on nous dit, c'est les fameux prénoms. Mathéo et Kevin. Mathéo et Kevin. La phrase de Darmanin. Il y a beaucoup de Mathéo et Kevin dans les interpellés. Et on s'aperçoit qu'il y a très peu de Mathéo et Kevin, puisque 75%, voire 80%, ce sont des Français d'origine immigrée, qui viennent du Maghreb et de l'Afrique noire. Et troisième mensonge, c'est le pire. On dit, mais c'est la jeunesse, voilà. Nahel. Non, c'est des manifestations anti-françaises, de haine de la France, avec des bâtiments qui brûlent, y compris la maison de la mer, qui sont des bâtiments qui représentent la France, les mairies, les écoles, etc.
Donc en fait, on nous a menti. Et quand on regarde de près ce qui s'est passé, je dis c'est une guerre d'insurrection. Alors on pourrait dire c'est une guerre, enfin, un choc de civilisation. Il y a deux sociétés qui sont face à face. Et il y a une société sur un territoire qui bouge. Il y a un côté sécession et il y a un côté insurrection. En fait, ce qu'on a vécu, c'est le début de quelque chose qu'on pourrait revoir et qui pourrait s'étendre. La police, pour ces jeunes, ce sont des bandes rivales, je cite. Voilà pour l'autorité. Ensuite, souvenez-vous l'Algérie qui dit je demande à ce qu'on protège nos ressortissants. Ça veut dire qu'en fait, de l'extérieur, on les voit comme des étrangers. Mais eux, ils ne se voient pas comme des étrangers et ils nous voient comme des étrangers. Et c'est ça qui est très nouveau. C'est qu'en fait, ils considèrent les policiers comme des intrus et ils considèrent que toute personne qui vient dans leur quartier n'a pas à y effectuer une présence continue. Et donc, c'est là que c'est très dangereux. Pourquoi ? Parce que c'est ma crainte de l'édit de Nantes, c'est l'idée qu'il y ait des morceaux de souveraineté qui nous échappent et qui, ensuite, s'administrent sans nous à partir de la charia. Philippe de Villiers, 2023, c'est aussi la France qui résiste. Le 8 juin dernier, l'horreur à Annecy, 4 enfants et 2 adultes sont grièvement blessés après une attaque au couteau par un réfugié syrien en situation irrégulière sur notre sol. Se dresse face à l'assaillant celui qu'on va surnommer le héros au sac à dos. Il s'appelle Henri, il est diplômé de philosophie. Il est présent sur le chemin du criminel alors qu'il effectuait un tour de France des cathédrales. Rappelez-vous ce qu'il disait quelques heures après cette attaque. Je n'aime pas du tout ce terme de héros. Je pense que j'ai agi comme tous les Français auraient pu et devraient agir à ce moment-là. Il se trouve que j'ai été là à ce moment précis. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on décide d'arrêter de courber la tête devant le mal et qu'on décide d'agir et de se révolter contre ça, eh bien, on peut individuellement faire de grandes choses. Et donc non, si c'est ça, vraiment, tout le monde est un héros du quotidien à chaque coin de rue. Alors, il n'aime pas ce terme-là, mais en quoi l'acte héroïque de Henri, Philippe de Villiers, symbolise cette France qui refuse de baisser la tête ? C'est une conscience dressée. Voilà. Comme il y en a peu. Il se trouve que je l'ai rencontré. Je l'ai appelé, il est venu me voir, on a parlé. Je suis tombé sur un garçon incroyable, avec un charisme exceptionnel. Et en fait, il me faisait penser au texte de Saint-Aignan dans la Cynécénie, « Le courage s'accomplissait en lui comme la marche ou la respiration ». Jacques Maupelier. Je sentais que vibrait en lui toute une France des hautes nefs immémoriales. Et pourquoi ? Parce que je lui dis, mais d'où ça vient ce courage ? Il me dit, sans doute puisé dans le mystère français. Je lui dis, c'est quoi le mystère français ? Les cathédrales. Peut-être qu'à force de regarder les rosaces, je me suis dit qu'il fallait avoir l'instinct de miséricorde de Martin de Tours avec sa chlamyde. Et je lui dis, c'est quoi pour toi les cathédrales ? Il dit, c'est là que le peuple français a mis son génie créateur. C'est là qu'il a déposé ses forêts. C'est là qu'il a déposé ses jardins et ses jardins secrets. C'est là qu'il a déposé ses grimaces. C'est là qu'il a déposé jusqu'à ses tempêtes intimes dans les tuyaux d'orgue. C'est la France. Et en fait, je lui dis, en fait, tu partages mon avis, c'est-à-dire, s'il est vrai que tout Rome est dans le Forum, que toute la Grèce est dans le Parthénon, toute la France est dans la cathédrale. Il me dit oui. Je dis, c'est donc ça ton instinct ? Il dit, oui, il vient de loin, de plus loin que moi. Il vient des rosaces de la cathédrale. Qu'est-ce que ça veut dire, Dalson ? Ça veut dire en fait que pour être courageux, c'est pas simplement un acte physique, c'est d'abord un acte moral.
Et l'acte moral, c'est une sédimentation, comme le chêne dont on peut voir l'âge avec les petits cercles, vous voyez, une sédimentation de choses vues, de choses sues, une sédimentation de trésors qui vous rendent instinctivement audacieux, entreprenants et créatifs. Philippe de Villiers, 2023, c'est aussi la France de Thomas, la France rurale, cette France trop souvent oubliée. Dans la nuit du 18 au 19 novembre, Thomas, 16 ans, est poignardé lors d'une fête du village à Crépol. Ce drame va sidérer le pays. Le gouvernement va mettre 10 jours à se rendre sur place par l'intermédiaire d'Olivier Véran. Et Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, va être interpellé par un habitant de la région. Il s'appelle André. Et je vous propose de réécouter la colère d'André, qui est la colère d'une France. Au ministre qui défend là, depuis toujours tous ces gouvernements qui défendent la France des cités contre la France de Thomas, la France rurale, la France des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine de la France et des Français. Tout ça, c'est écrit depuis longtemps. On sait ce qui va arriver. Et les prochains, ce ne sera pas avec des couteaux qui viendront, ce sera à l'arme automatique. Ce ne sera pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Même vous aussi, vous êtes, tout le monde peut être visé. Le verdict du procès, on le sait déjà. On le connaît déjà. Qu'est-ce que ça va faire? Il aura quoi, l'assassin de Thomas? Vous le savez comme moi. Il aura 8 ans et puis le procès aura lieu dans 3 ans. Ce sera déjà apaisé. On aura oublié Thomas, comme d'habitude. Vous l'aviez dit à l'époque, vous êtes d'accord avec André, vous êtes d'accord avec ce que dit ce monsieur. On a découvert la France d'André, donc la France de Thomas, la France des parents de Thomas qui disent la même chose, la France des habitants de Crépol qui disaient aussi la même chose, la France de Marie-Hélène Toraval, la mère de Romans-sur-Isère qui était très courageuse et dont vous aviez dit beaucoup de bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette France de Crépol? D'abord, la France de Crépol, c'est ma France. C'est une petite commune de 500 habitants. Moi, je suis né dans une petite commune qui s'appelle Boulogne. La campagne où chantaient les chardonnerets le matin. Ma vie s'écoulait au fil des petits ruisseaux à Cresson qui chantaient entre les ors des mimosas. La vie était une fête, la vie était une liturgie. Pourquoi? Parce qu'à la campagne, il y a des voisinages affectifs qu'on a perdus en ville souvent. Or, voilà que la France de Crépol, elle est frappée, elle est tuméfiée, elle est défigurée, elle est violentée. Et que, à la suite du drame, de la mort de Thomas, on veut ignorer ce qui s'est passé. C'est-à-dire une expédition punitive. Mathieu Bocoté parle de délinquance de conquête territoriale. Il a raison. C'est ça qui s'est passé. Ça, c'est nouveau. On quitte son quartier pour aller pointer le couteau et faire du bilan à la campagne. Deuxièmement, le racisme anti-blanc. Il faut planter du blanc, c'est la fameuse phrase. Et troisièmement, on cache les prénoms. Donc c'est la diversion, le déni. Le déni, la diversion. Et on invente l'ultra-droite. Et depuis Crépol, en fait, c'est le déni dans tous les domaines. C'est-à-dire que si vous pointez du doigt le mal qui nous ronge, l'ennemi qui est là, on vous traite d'extrême droite. C'est ça, Crépol. Et j'imagine, en cet instant, peut-être la famille nous regarde, et je leur dis, on est tellement de tout cœur avec vous. C'est tellement injuste ce qui se passait. Et qu'au moins, vous ayez une petite compensation dans la vie. C'est qu'on puisse vous assurer qu'on restera toujours digne de votre tristesse et qu'on se tiendra pour vous, juste pour vous, debout. Revenons, Philippe de Villiers, sur le 7 octobre dernier, l'attaque terroriste due à Hamas en Israël, une vague d'attentats inédite de par sa barbarie, de par son ampleur, de par le bilan. 1200 morts, des innocents tués, brûlés, des femmes violées, des bébés massacrés, parmi les victimes d'ailleurs, plus de 40 Français. C'était le 7 octobre dernier, un samedi matin.
J'étais contre le mur, dans la deuxième rangée. La grenade a explosé sur les gens derrière moi. Et tous ceux qui étaient dans la première et la deuxième rangée sont morts, sauf moi. On a pu entendre, Philippe de Villiers, que le 7 octobre était un miroir, pouvait être un miroir prémonitoire de ce qu'il peut se passer sur notre sol. Est-ce que cette peur, est-ce que cette crainte-là, vous la partagez? Oui. D'abord, c'est un miroir, puisqu'on voit bien, à travers les sondages, qu'il y a beaucoup de gens en France qui soutiennent ce qui s'est passé. 20% au moins, dans les quartiers, qui soutiennent ce qui s'est passé. C'est un miroir parce que, en fait, c'est devenu un marqueur identitaire pour des gens qui sont chez nous, toute une population, et qui pratiquent la haine de la France. En fait, on a deux sociétés face à face. On a un peuple neuf qui installe ses fiertés, et en même temps, en face, un peuple exténué qui ne sait plus où il habite. C'est nous. Donc ça, c'est le miroir. Le miroir, c'est l'écho. Mais c'est plus grave, c'est un miroir prémonitoire, vous dites. Pourquoi prémonitoire? Parce qu'il y a 3 mèches lentes qui travaillent, qui sont entretenues par 3 mouvances en France. La mouvance frériste, qui infiltre les clubs de foot, les quartiers, les mosquées. Il suffit de lire le livre de Florence Bergeau-Blackler, magnifique. Elle dit tout ça. Mais qui écoute? Qui lit ça? Tous les hommes politiques devraient le lire pour comprendre ce qu'est le frérisme. Le frérisme, c'est des malins, les fréristes. Ce n'est pas des terroristes. Ils nous infiltrent. Deuxième mouvance, la mouvance décoloniale qui colonise l'université. Et enfin, la mouvance islamo-gauchiste, c'est-à-dire la 5e colonne, qui a fait connaître ses ambitions lors de la fameuse manif contre l'islamophobie en 2019. Voilà où on en est. Ces 3 mèches pourraient tout embraser. Il y a cette journée en enfer, le 7 octobre. Il y a ces dizaines, centaines de personnes qui sont prises en otage et qui, pour beaucoup, vont voir cet enfer se poursuivre pendant des jours et des jours. Et pensez à tous ceux, à toutes les familles, évidemment, qui sont dans l'attente de retrouver leurs proches qui sont toujours aux mains des terroristes du Hamas. Elle s'appelle Mia Chem. Elle a à peine un peu plus de 20 ans, elle est française, et après 55 jours, si je ne m'abuse, de captivité, le groupe terroriste a décidé de relâcher Mia Chem. Je vous propose qu'on revoie ces images où la maman de Mia va la prendre, et puis il y aura les retrouvailles également. Elle a été enfermée sans lumière, sans fenêtre. Elle voulait juste nous prendre dans ses bras, nous embrasser. Elle voulait juste que sa famille vienne lui rendre visite. Ça la rend plus forte. C'est difficile de commenter de telles images et pourtant j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'elles vous ont inspiré quand vous les avez vues. D'abord, c'est toute la famille humaine qu'elle a et qui serre dans ses bras cette famille, cette maman, sa fille. On a envie de pleurer alors qu'on ne les connaît pas. Mais les grandes douleurs sont muettes et elles sont contagieuses. Mais quand on a été dans la sphère publique et qu'on a gardé de cette présence sur le forum l'instinct du bien commun, on se dit mais c'est la barbarie.
la prise d'otages. Il y a encore des otages. Et Elliot a raison. Il faut penser à eux en cet instant. Il y a des otages. Il y a des gens qui ont été enlevés le 7 octobre et qui ne sont pas restitués à leur famille. Et tout ça par des terroristes qui ont décidé la suppression d'un État, l'État d'Israël, le dernier État colonial du monde, disent-ils, et qui veulent aussi notre peau à nous, qui veulent aussi nous conquérir. Et donc, il y a deux solutions, je crois. Soit on négocie, parce qu'on a peur, et on lâche tout, soit on fait face, ça n'empêche pas l'habileté, mais on ne lâche rien sur l'essentiel, sur la souveraineté des États et sur la nécessité de traquer les terroristes, en reprenant la vieille expression de Pasqua, terroriser les terroristes. 1986. Philippe de Villiers, l'émission quasiment touche à sa fin. Alors on a fait un bilan non exhaustif des faits majeurs qui ont frappé la France cette année. On peut évidemment penser aux proches de Dominique Bernard. On peut penser également à la maman et aux proches de Sokaina, cette jeune fille qui a été tuée d'une balle perdue à Marseille, mais également de la famille à Nîmes de Fayed, 10 ans, qui a été tué dans les mêmes conditions dans la lutte contre le trafic de drogue. Mais vous l'avez dit, 2023 est une année lourde. Il est temps de se projeter vers 2024. Selon vous, quel devrait être le message d'Emmanuel Macron le 31 décembre, lors de ses vœux aux Français, pour l'année 2024 qui arrive? Une question piège. Oui. Alors moi, ce que je dirais à sa place, parce que je ne suis pas Emmanuel Macron, je doute qu'il y ait un copier-coller entre ce que je vais dire et ce que vous verrez dans quelques heures. Vous pourrez comparer, remarquez. Moi, ce que je pense, comme ça, de manière spontanée, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui ont faim. Et ça, c'est nouveau. Il y a beaucoup de Français qui ont peur. Et ça, c'est nouveau. Il y a beaucoup de Français qui sont dans le désarroi. En ville, à la campagne, partout. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, le pays a perdu sa prospérité, sa tranquillité, et bien souvent sa liberté, sa souveraineté. Il y a aujourd'hui 1 Français sur 4 qui saute le repas de midi. Ça veut dire appauvrissement du pays. Il y a 1 Française sur 4 qui ne sort plus toute seule. Ça veut dire insécurité croissante. La fameuse société de vigilance. On l'a sous les yeux. Il y a 1 Français sur 4 qui se sent étranger chez lui. Ça veut dire sentiment de dépossession de notre personnalité, de nos territoires, de notre outil de travail, de tout ce qui fait la France. Philippe de Villiers, il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous avez un dernier mot, peut-être pour les téléspectateurs qui vous regardent depuis le début de cette saison? D'abord, un mot pour vous. Je vous adresse mes vœux pour vous, vos projets, vos familles. Elliot, Geoffroy, mes compagnons de route, mes compagnons d'image. Et puis, je m'adresse à mes voisins d'écran, mes voisins d'image, qui sont mes voisins de palier, qui nous regardent. On est chez eux, en fait. Et on voudrait, nous, être chez eux tout le temps et trinquer avec eux, là. Et voilà, je voudrais leur dire un grand merci pour votre confiance, parce que c'est incroyable, vous êtes de plus en plus nombreux. Et je vais vous laisser un proverbe de Hegel, repris par Saint-Aignan.
La chouette de Minerve ne déploie ses ailes qu'au crépuscule. On ne comprend les choses que tard, très tard. Encore faut-il les comprendre. C'est ce à quoi cette émission est destinée. Eh bien, un grand merci Philippe de Villiers. Voilà pour les derniers mots de cette émission. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Très bonne fin d'année à tous les deux, Geoffroy Lejeune, Philippe de Villiers. Merci Elliot, merci Geoffroy. L'info se poursuit sur CNews.